Donc, avant de commencer cette réunion, je voulais quand même dire quelques mots par rapport à la situation qu'on connaît en Ukraine de ces dernières heures, de ces derniers jours, parce qu'on est occupé à vivre une situation qui est quand même dramatique, un véritable terrorisme d'État qui a des conséquences non seulement dans un pays voisin, mais aussi, j'ai envie de dire, pour toute l'Europe. On a des chars à côté de villes et de villages qui sont des villes et des villages européens de chez nous. Donc c'est sur le territoire européen que ça se passe, avec des choses totalement hallucinantes. On parle d'une colonne de chars pour l'instant de 60 km qui est occupée à rejoindre Kiev. L'impression de revivre un autre temps dramatique. La situation est évidemment inadmissible, non seulement évidemment pour la population qui est sur les bombes, je crois que les civils vont encore payer un lourd tribut, et ça c'est une catastrophe. C'est aussi inadmissible par rapport à un pouvoir qui a été élu démocratiquement. Le président Zelensky qui fait preuve d'un charisme et d'une dignité, d'un courage incroyable. C'est un président qui était démocratiquement élu. Donc, il ne s'agit pas d'une dictature ni d'un endroit particulier, et même si. Mais là, on est vraiment par rapport à des choses qui sont le fondement de notre civilisation, de nos pays. C'est aussi une situation inadmissible par rapport aux frontières d'État. Il y avait déjà eu un peu la Crimée, hein, ça avait déjà commencé un petit peu. Et là, pour l'instant, on ne respecte plus rien. On ne respecte plus les frontières qui sont des choses qui sont figées dans le droit international, des choses qui doivent imprimer le respect. Et là, pour l'instant, ben, les chars traversent comme si de rien n'était. On nous annonçait aussi l'OTAN en mort cérébrale. Je crois que c'est le président Macron qui l'avait annoncé, que l'OTAN était en mort cérébrale. Je pense que ces dernières heures, ces derniers jours, on a montré au niveau de l'OTAN une maturité comme rarement on a pu en voir, avec des réactions qui étaient justes, juste par rapport à la situation qu'on connaît, ne pas aller dans l'escalade, mais en même temps essayer tant bien que mal d'aider le peuple et le pouvoir ukrainien en place. On nous a aussi dit les pires choses sur l'Union européenne. On constate aujourd'hui quand même que les 27, sur quelques heures, sur quelques jours, se sont mis en route pour, d'une part, réagir, pour aider le peuple ukrainien. On espérera que ce sera avec des résultats probants dans les heures et dans les jours qui viennent, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps quand même, pour les gens qui sont sous les bombes. Mais aussi, c'est un véritable moment de vérité parce que les 27 pays de l'Union européenne se sont vraiment solidarisés très fort par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à les pays qui sont en train pour l'instant de recueillir les immigrés, pardon, les immigrés ukrainiens, que sont la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie, si je ne me trompe. Et donc, c'est aussi la solidarité par rapport à ces pays-là. On parle pour l'instant d'un demi-million de personnes qui sont sur les routes, qui sont déplacées, et on en a encore plus d'après ce qu'on nous prévoit. C'est quelque part aussi notre sécurité qui est mise en danger parce que même si aujourd'hui l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, même si l'Ukraine n'est pas encore dans l'Union européenne, c'est quand même une situation pour laquelle, bah oui, la situation elle est quand même grave. Notre sécurité elle est mise en danger pour celles et ceux qui ont connu. Je pense que on n'est pas nombreux ici à avoir connu euh, ce qui s'est passé en 40-45, je crois qu'il n'y a personne. Mais on retourne, j'ai envie de dire, au pire moment de la guerre froide, dans les années 80, par exemple avec la crise des missiles qui avait fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'on est dans une situation où on est en opposition de deux mondes, deux conceptions de la vie, deux conceptions de la démocratie, enfin, si tant est que au niveau de la Russie, il y a une notion de la démocratie, je pense pas. Enfin, soit ça c'est un avis personnel. On se retrouve aujourd'hui avec des sanctions économiques qui feront que nous aussi, on va payer un tribut par rapport à ça, parce que dans un monde globalisé tel qu'on le connaît aujourd'hui, les sanctions économiques qu'on inflige à la Russie, ben, on les aura en boomerang d'une manière ou d'une autre. Et ça, malgré tout, il faudrait qu'on fasse quand même vraiment passer de manière importante au niveau de la population, que ces efforts ne seront pas vains et auront, j'espère en tout cas, j'espère le plus vite possible, en tout cas des résultats pour avoir, pour permettre en tout cas à l'Ukraine de retrouver cette liberté qui lui était si chère. Je
voulais aussi dire ça au niveau du conseil communal pour deux autres raisons. La première, pour la première d'abord par respect, pour avoir une pensée pour le peuple ukrainien. Je m'étais dit à un moment donné, je vais faire une minute de silence, mais une minute de silence par visioconférence, ça a l'air toujours un peu gadget, mais d'un autre côté, je pense que il faut pas faire de silence par rapport à cette situation. Au contraire, il faut crier haut et fort que cette situation est intolérable. Mais aussi pour deux raisons pratiques que je voulais faire passer cette info au niveau du conseil communal, si vous me le permettez. C'est d'abord sur la situation par rapport aux ressortissants ukrainiens qui vont indéniablement à un moment donné arriver par ici. On a reçu des informations, il y a eu des contacts avec l'Office des étrangers, avec le ministère des Affaires étrangères, avec la diplomatie belge pour savoir exactement où on en était. Il faut savoir que jeudi, il y aura un conseil des ministres, donc le 3, si je ne me trompe pas dans les dates, oui, le 3, c'est le 3 mars, un conseil des ministres qui va déterminer le statut de protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens, de façon à ce qu'on puisse les accueillir en toute légalité, de manière efficace en tout cas. Ça permettra de répartir aussi les efforts entre les pays de l'Union européenne. L'Office des étrangers communiquera de manière efficace et convenable le 3, donc ce jeudi aussi, dans la foulée, de façon à ce qu'on ait toutes les informations utiles et importantes au niveau de la commune et au niveau du service des étrangers ici. Donc de ce côté-là, on attendra jeudi pour avoir les informations. D'un côté pratique aussi, on ne va pas rester les bras croisés au niveau de la commune de Villers. On va s'inscrire dans la continuité d'une initiative qui a été prise dans la commune, qui vise à aider le peuple ukrainien. Et de quelle manière? Il faut savoir que des contacts ont été pris avec l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles et eux-mêmes nous ont dit que ce qu'ils avaient besoin, c'était toute une série de fournitures médicales. Ils ont besoin d'un certain nombre de fournitures médicales, des bandages, de l'ibuprofène, du paracétamol, et j'en passe et j'en passe. Il y a toute une liste de choses ce dont ils ont besoin de manière urgente. Alors, des contacts ont été pris avec les différentes pharmacies de la commune. Et donc, ce qu'on va proposer à la population villersoise, et je vous invite tous à y prendre part, c'est de passer dans les pharmacies de Villers, de Marbais et de Tilly, sont les trois qui participent à l'opération, et d'aller chez eux commander dans la liste qui est prévue pour l'Ukraine. Les pharmaciens vont garder ça pendant une petite semaine, pas très longtemps, parce qu'il faut que ça reparte vite, et tout sera redéposé au niveau de l'ambassade d'Ukraine, de façon à ce que ça reparte directement sur place et le plus vite possible. Les pharmacies ont évidemment fait un geste, non seulement en termes de gestion des stocks par rapport à ça, mais aussi en termes de prix, de façon à ce que chacun mette sa pierre à l'édifice. Je tiens à les remercier publiquement ici. Donc, il suffit d'aller à la pharmacie, vous achetez une boîte, d'ibuprofène, de paracétamol, de bandage, de tout ce que vous imaginez, vous laissez là, vous dites que c'est à destination de l'ambassade d'Ukraine et tout sera transféré directement et au plus vite, en tout cas, là où ils en ont le plus besoin. Il reste aussi une possibilité qui là est plus globale, mais qui est assez efficace, c'est que la Croix-Rouge de Belgique reçoit toujours les dons et des dons pour l'Ukraine, et qui, eux, sont transférés dans les pays voisins pour la gestion d'une part des réfugiés, mais aussi pour la Croix-Rouge ukrainienne qui intervient directement sous les bombes. Donc voilà, ça c'est aussi un élément qui peut aider à la situation sur place, même si c'est une petite pierre, mais je pense que chaque pierre est importante dans la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet hors PV et comme ça, voilà. Mais je pense que ça valait la peine de faire le point. Oui, Jean-Pierre. Oui, et dans les églises, on est en train de faire des collectes de vifs non périssables également. J'ai vu que dimanche, il y avait déjà une caisse qui avait été déposée à l'église. Voilà. Voilà. C'est un peu... ça fait quelques jours, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. En tout cas, l'ambiance est totalement plombée par ce qui se passe là-bas et les images qu'on voit en boucle. Voilà. C'est juste insupportable. Ce sont des images d'un autre temps qu'on espérait ne plus revoir. Mais voilà. Bref. Je vous propose de commencer le conseil.
sur ces éléments. Je vais juste faire un petit peu de place pour les dossiers. Alors, le point numéro 1, c'est le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques? Je ne vois pas de remarques. Manu, il faudrait probablement excuser Jean-Marc. C'est ce que j'ai fait, Philippe. J'ai excusé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, peut-être que mon micro était coupé. Mais j'ai excusé Delphine Holot, Delphine Salmans, Pierre Vout et Jean-Marc Florquin pour des raisons de santé ou des raisons personnelles. Donc, voilà. Non, je l'ai fait, pardon. Je l'ai fait, mais je pense que mon micro était coupé à ce moment-là. Mais je l'avais. La directrice générale qui est dans le même bureau que moi pour des raisons pratiques peut confirmer que je l'ai bien signalé. Donc le procès-verbal de la séance précédente, s'il n'y a pas de remarques, est-ce que je peux considérer qu'il y a unanimité? Ça, je ne fais pas le tour de tout le monde, c'est quand même plus facile. Je vous remercie. Révision de tarifs sur les concessions de sépulture. Comme vous le savez, ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus touché au prix de ces redevances. Il faut savoir qu'au niveau du coût des matériaux, ces derniers temps, ça n'a cessé d'augmenter. Le prix d'achat même des columbariums était plus cher que ce qu'on a demandé pour ce genre de choses. Alors, c'est toujours un peu compliqué. Et alors, nous avons assisté aussi à ce qu'on appelle du tourisme mortuaire. Ce sont des gens qui voulaient se faire enterrer à Villers parce que c'était moins cher que dans les communes dans lesquelles ils habitaient. Enfin, les familles qui souhaitaient que leurs défunts soient enterrés sur Villers. Et donc là, ça devient un petit peu embêtant. Je vous passe le canevas. Je pense que tout le monde a vu les prix. On augmente en moyenne de 50 ou de 75 euros les différents prix tels qu'ils existaient. Il y a juste non, c'est bien ça, c'est entre 50 et 75 euros si je ne me trompe de différence. Y a-t-il des remarques ou des questions? Personne? Alors on passe au vote. On a une remarque ici. Ah pardon Jean-Pierre, je t'ai pas vu. Si je me souviens bien, il y avait quand même un règlement communal qui disait que les gens qui n'habitaient pas l'entité ne pouvaient pas s'enterrer ici. J'ai vécu le cas dans ma famille. Hein. Oui, mais il n'y a pas de règlement. Ma soeur et mon beau-frère ont voulu s'enterrer ici. J'étais d'ailleurs échevin à ce moment-là, mais ça a été refusé. J'ai pris pour ça une concession pour moi, pour 4 personnes. C'est une manière de détourner la chose, mais c'était si elle avait voulu et mon beau-frère s'enterrer ici, c'était pas possible, c'était refusé. Est-ce que ça a changé depuis? Je n'en sais rien, mais je ne saurais pas dire exactement parce que j'ai pas pris le règlement ici sous la main, mais c'est pas très grave. Et la seule chose, évidemment, il y a des personnes qui ont vécu. Je prends un cas facile, une personne âgée qui a vécu toute sa vie ici et puis qui part au Home à Chassard. Mais c'est considéré comme une personne de la commune. Il faut voir l'attachement qui existe. Maintenant, ce qui se passe, c'est pour les concessions initiales pour les personnes non domiciliées dans la commune, on est à un montant de 1 000 euros au lieu de 900. Donc là, il y a une augmentation de 100 euros pour les concessions. Donc il y a un prix supplémentaire qui permet de dissuader en tout cas certaines personnes d'être enterrées ici. Mais c'est vrai que normalement les cimetières communaux sont réservés aux habitants de Villers-la-Ville ou personnes ayant un fort attachement avec la commune. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Anne-Michel? Oui. Marc? Oui. Julie? Oui. Philippe? Oui. Il y a un peu de bruit. Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre? abstention. Abstention. Jean-Paul? Oui. Martine? Abstention. Oui. Cédric? Oui. Charles? Oui. Robin? Abstention? Abstention. Le micro ne fonctionne pas. Bon, j'espère que tu vas mieux déjà. Ça va. Eric? Oui. Nadia? Oui. Vincent? Oui. Shirley? Oui. Caro? Oui. Véronique?
Abstention. Et moi-même, oui. Je vous demande juste un petit instant. Voilà, excusez-moi, mais j'ai allumé une lumière, c'est plus facile. Le point 3, il s'agit de la redevance ici sur la délivrance de documents administratifs. C'est donc en matière de population d'état civil et d'étrangers. On augmente, mais par rapport à ce qu'on connaît, l'augmentation des prix de départ, par exemple les passeports et les cartes d'identité, on les a alignés par rapport à ce que nous, on paye. Et donc, on parle de 5 euros supplémentaires pour un permis de conduire, 11 euros supplémentaires pour un passeport enfant, 11 euros supplémentaires pour un passeport adulte, 1 euro pour une carte d'identité adulte, 1 euro pour une carte d'identité belge perdue, 80 cents pour un certificat d'identité d'enfant non belge, et j'en passe. Donc, il s'agit d'augmentation de quelques euros à chaque fois, sauf pour un dossier administratif de mariage où là, on est passé de 15 euros à 50 euros parce que 50 euros, ça ne paye pas encore le service. Et comme il s'agit d'une redevance, on doit le répercuter de manière efficace. Mais pour les 50 euros, les mariages ne sont heureusement pas encore trop chers. Quand je pense qu'il y a des communes qui font payer plus cher pour le vendredi soir ou pour le samedi, ici, c'est le même prix toute la semaine. Et donc, ça, c'est important de le souligner. Des remarques ou des questions? Non. Anne-Michel, Oui. Marc, Oui. Julie, Oui. Philippe, Oui. Jean-Pierre, Abstention. abstention, Jean-Paul, Oui. Martine, Oui. Martine qui a de la télévision qui fonctionne derrière elle, on entend bien. Cédric, Oui. Charles, Oui. Robin, Abstention. Eric, Oui. Nadia, Oui. Vincent, Oui. Shirley, Oui. Caro, Oui. Véronique Abstention. et moi-même, oui. Le point numéro 4, c'est un peu la même chose au niveau des redevances des documents administratifs en matière d'urbanisme, d'environnement, d'implantation commerciale relative à la voirie communale pour pallier la hausse des frais postaux ainsi que les prestations administratives effectuées par le personnel. Il faut savoir par exemple qu'on se retrouve dans des situations pour lesquelles, lorsqu'il y a une enquête publique, toute personne qui participe à l'enquête publique, on doit lui répondre et donner les résultats de la décision qui a été prise, mais envoyée par recommandé. Donc les prix augmentent à chaque fois, évidemment. Et donc on se retrouve avec toute une série d'augmentations le cas échéant. Il y a des choses qui ne changent pas. Et on est grosso modo entre 10 euros d'augmentation ou 50 euros d'augmentation en fonction de ce qui est prévu, sachant qu'il y a des choses qui ne changent pas. Bon, les petites choses au niveau de par exemple, le raccordement à l'égout, ça ne change pas. Les permis d'environnement, ça ne change pas. Les permis uniques, il y a juste les permis de classe 2 qui augmentent de 50 euros. Tout ce qui est déclaration de travaux sur cours d'eau, assainissement de sol, déclaration de surface commerciale inférieure à 400 mètres carrés, et j'en passe. Les prolongations de permis pour lesquelles on ne change pas. Donc, on est vraiment sur des augmentations marginales. Oui, Nadia. Oui, dans le bas du tableau, il y avait la demande de copie de documents numériques en version numérique ou version. Et donc, je voulais savoir, est-ce que là, ça correspond bien à ben, voilà, quelqu'un qui demande un document, je ne sais pas, n'importe lequel, en matière, donc c'est environnement, urbanisme, mobilité, etc. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? La Oui, copie? il y a ça, oui, il y a ça aussi, oui, tout à fait. Oui, ben, en fait, si je peux reprendre la parole pour expliquer, bah, globalement, on est d'accord avec la proposition qui est sur la table, mais juste ce point-là, où en fait, c'est la proposition d'introduire, parce qu'elle n'existait pas vraiment, la redevance sur les documents de manière numérique et d'augmenter quand même assez fortement le prix des copies papier. Et donc, le coût de la copie d'un document de moins de 10 pages envoyé par mail, là, ce serait 15 euros, 21 euros si le citoyen demande un envoi postal. Mais en fait, pour nous, ça n'est pas vraiment en phase avec le code de l'environnement, puisque le prix, normalement, quand on demande
des données environnementales, des documents avec des données environnementales, et c'est à entendre au sens large, donc aussi mobilité, etc. Le prix qu'on peut réclamer, ben voilà, c'est censé être le coût du support de l'information, de sa communication, donc aussi les frais postaux, bien sûr. Je veux quand même souligner aussi qu'il y a une directive du Parlement européen qui concerne l'accès du public à l'information en matière environnementale, et elle évoque un montant raisonnable. Et très franchement, je pense que 21 € pour moi, 10 pages, c'est pas vraiment raisonnable. Il y a plusieurs sources, hein. Il y a aussi la Commission fédérale de recours pour le droit d'accès à l'information en matière environnementale, qui dit que le coût comprend le prix de revient à de la copie, et donc ça peut être aussi l'amortissement de la machine, etc. Et le cas échéant, donc pas pour ce qui est numérique, les frais d'envoi, mais pas les frais de personnel, pas les frais de recherche de documents, pas les frais engendrés par la tenue d'une base de données, par exemple, parce qu'elle considère que ces frais sont inhérents au fonctionnement du service public. Et le gouvernement wallon, dernière source, la circulaire budgétaire 2022 du gouvernement wallon adressée aux communes qu'on a utilisée pour le budget qu'on a dû faire, pour les copies papier, elle fixe le montant de la rétribution à 15 cents pour une copie A4 en noir et blanc, par exemple, et c'est 17 cents pour une copie A3, hein, donc c'est pas du tout ces prix-là. Et donc, la redevance telle qu'elle est proposée, moi, elle me semble assez démesurée et assez en dehors du cadre fixé par la législation, qu'elle soit européenne, fédérale, régionale. Et ça nous semble être aussi une entrave, en fait, à l'accès aux documents administratifs, parce que les gens, ben voilà, si c'est le prix coûtant, ça semble très normal de leur faire payer les envois postaux, etc. Par contre, bon, si on leur fait payer ça comme ça, ben voilà, c'est une entrave à leur accès aux documents administratifs. Et c'est un peu un coup de canif dans l'engagement de transparence auquel nos États, l'État belge d'ailleurs aussi, a signé, auquel les États sont engagés en signant la convention à Rust. Et donc, c'est une convention qui date quand même de près d'un quart de siècle. Ça devrait être rentré dans les mœurs. Et par ailleurs, moi, ma crainte, c'est aussi que cette disposition engendre un nombre de recours devant la CRE, donc c'est la commission de recours pour le droit à l'accès à l'information en matière d'environnement. Et donc, du coup, que ça finalement, l'un dans l'autre, ça fasse un surplus de travail pour l'administration qui va devoir répondre à la CRE, donner les arguments de pourquoi ils font payer autant, etc. Et bon, voilà, compliquer les choses. Et donc, voilà, on estime que sur le plan pratique, législatif et même symbolique, ce point-là devrait être abandonné et on devrait être sur le prix coûtant, frais postaux compris, bien sûr. Voilà. Non, Manu, ton micro. J'entends bien, désolé, j'ai un souci avec ma souris, je pense. J'entends bien de manière, j'entends bien ce qui vient d'être dit. Il faut savoir quand même que je suis quasi sûr. Je ne sais pas exactement comment ça a été déterminé par rapport à ce prix-là. Je l'assume totalement, mais je pense que les services ont été voir un peu comment ça se passait par ailleurs pour avoir des informations et des points de comparaison. Donc, je pense que ça ne paraît pas exagéré. De toute façon, ces points seront soumis à tutelle si la tutelle estime que ces montants qui sont prévus sont trop extravagants. Enfin, moi, je parle quand même, on parle quand même de quelques dizaines d'euros. Ça me paraît pas particulièrement exagéré d'une part. Et deuxièmement, ça voudrait dire aussi par rapport au respect pour le personnel qui passe du temps à gérer ce genre d'envoi, mais ça leur permet aussi d'avoir une vision sur ce que, par respect pour leur travail, une vision sur ce que les gens payent par rapport à ça. Oui. Oui, bon, enfin, le respect du personnel, vous me l'avez fait souvent, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent, y compris des gens ici autour de la table, qui travaillent et qui fournissent un service qui n'est pas rémunéré, enfin, qui n'est pas payant, et c'est pas pour ça qu'on ne fait pas du vrai travail, hein, donc, et qu'on n'est pas. Je pense que ça, c'est un argument un peu limite. Par contre, c'est vrai que on peut le voter comme ça, on peut le voter comme ça, tout à fait, mais je veux bien envoyer une décision de la CRE. À Charleroi, ils ont un règlement comme ça, et quand il y a des recours, pas qu'à Charleroi d'ailleurs, quand il y a des recours, mais les gens ont la plupart du temps gain de cause. Et donc voilà, je vois pas l'intérêt de mettre quelque chose dont on sait que c'est très bof et que c'est soumis juridiquement,
voilà, c'est très bof et qu'on va avoir des recours, etc. Voilà, je vois pas l'intérêt, mais bon, c'est pas moi qui décide, donc je donne juste mon avis. Voilà. J'ai tendance à croire que Charleroi est une ville sérieuse, donc voilà, on verra donc comment ça se passe par ici. De toute façon, ça sera soumis à la tutelle, on verra bien ce que la tutelle va nous dire. D'autres commentaires? Non. Anne-Michel, Oui. Marc, Oui. Julie, Oui. Philippe, Oui. Jean-Pierre, Abstention. Jean-Paul, Oui. Martine, Abstention. Oui. Cédric, Oui. Charles, Oui. Robin, Abstention. Eric, Oui. Nadia, Non. Vincent, Oui. Shirley, Oui. Caro, Oui. Véronique Abstention. et moi-même, oui. Le point suivant, c'est une information, enfin, en prise d'acte sur le recours au gouvernement wallon sur la délibération du Conseil communal du 21 septembre 2021 relative à la voirie communale rue de Mellerie à Villers-Saville pour la Fondation Tandem. Juste pour signaler que l'arrêt du gouvernement wallon du 10 janvier 2022 a jugé recevable le recours introduit par la Fondation Tandem et et accepter la demande de modification de la voirie communale rue de Mellerie dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme. Là, il ne s'agit pas de vote, il s'agit d'une prise d'acte. Point numéro 6, règlement complémentaire au code de roulage, organisation de la circulation, commune de Villers-Saville, limitation de la hauteur. Ah, des portiques. On en revient. En fait, en date du 20 janvier, nous avons reçu enfin le courrier du SPE Mobilité qui demandait l'avis du conseil communal, ce qu'on vous propose de prendre ici, si on fonctionnait par arrêté jusqu'ici, mais là on prend carrément un réglementaire au code de roulage pour limiter la voirie au niveau des arcades et pour valider les portiques à une hauteur de 3,50 m pour passer dans les deux sens de circulation pour l'avenue Spécart et la rue de l'Abbaye, donc c'est-à-dire pour passer sous les arcades et dans le goulot des ruines. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Anne-Michel, Oui. Marc, Oui. Julie, Oui. Philippe, Oui. Jean-Pierre, pardon, Oui. Jean-Paul, Oui. Martine, Oui. Cédric, Oui. Charles, Oui. Robin, Oui. Eric, Oui. Nadia, Oui. Vincent, Oui. Shirley, Oui. Caro, Oui. Véronique Oui. et moi-même, oui. Le point numéro 7. Il s'agit de la convention type de partenariat en matière de sanctions administratives communales fixant les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. Donc, comme vous le savez, depuis des années, nous n'avons pas de fonctionnaires provinciaux communaux en tant que tels. On parle dans un système de mutualisation au niveau de ces fonctionnaires sanctionnateurs. Donc, ils travaillent bien pour compte de la commune. Ils sont dans ce cadre-là par convention des employés qui travaillent pour compte de la commune, mais ils sont mis à disposition par convention, en tout cas on paye évidemment les services chez eux au niveau des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. C'est un peu ridicule d'avoir un employé pour cela dans chaque commune, et donc c'est comme ça qu'on reprend une nouvelle convention. Et ici, si je me souviens bien, bah oui, c'est bien pour une durée indéterminée, de façon à ce qu'on puisse continuer la gestion des dossiers avec ces fonctionnaires qui font du bon boulot d'ailleurs. Pas de questions, pas de remarques? Anne-Michel, Oui. Oui. Marc, Oui. Julie, Oui. Philippe, Oui. Jean-Pierre, Oui. Jean-Paul, Oui. Martine, Oui. Cédric, Oui. Charles, Oui. Robin, Oui. Eric, Oui. Nadia, Oui. Vincent, Oui. Shirley, Oui. Caro, Oui. Véronique Oui. et moi-même, oui.
Point numéro 8, il s'agit de la convention entre la commune de Villers et INBW relative à la collecte et la valorisation des bâches agricoles. Comme vous le savez, il y a un système de récupération des bâches agricoles et des plastiques d'ensilage au niveau de l'INBW. Les coûts de collecte, les coûts qui sont supportés par les agriculteurs passent de 30 € à 121 € pour l'année 2022. Et donc, ce qu'on vous propose ici, étant donné que ces montants ne rentrent pas dans le coût vérité, c'est de prendre en charge au niveau de la commune ces montants, de façon à ce que chacun puisse avoir, enfin chacun des agriculteurs ou des personnes qui sont concernées, parce qu'il y a aussi des manèges par exemple qui sont concernés, puissent bénéficier du service et puissent être, j'ai envie de dire, stimulés pour aller reconduire les bâches et pour pas les en faire n'importe quoi avec, parce que on a vu ça pendant des années, des bâches qui pouvaient traîner à gauche à droite. Ici au moins elles sont valorisées et collectées. Et un point très important en tout cas, qui fonde aussi notre décision, c'est que ce montant-là ne rentre pas dans le coût vérité. Donc ça, c'est pas un montant qui est répercuté chez la population dans le cadre des redevances ou ce genre de choses. On est vraiment sur quelque chose de particulier par rapport à ça. Y a-t-il des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Anne-Michel. Oui. Ah, Oui. quelqu'un? Oui, Jean-Pierre, pardon. Ben oui. Jean-Pierre. Donc, j'ai remarqué que vous alliez prendre ça en charge pour le monde agricole et, comme tu l'as dit, pour les manèges et ainsi de suite. Donc, c'est un peu un cadeau qu'on leur fait. Mais j'estime quand on fait des cadeaux comme ça, on doit les faire à tout le monde, les cadeaux. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas supporter cela. Hein, c'est pas ça qui va les mettre en péril. Hein. Pourquoi est-ce que c'est la commune qui doit subvenir à ça? Je ne comprends pas. Comme je l'ai dit, vu l'augmentation, on est quand même sur un x4. Cette façon à motiver aussi les gens et les personnes qui sont bénéficiaires. Alors, bénéficier à toute la population, je pense que ça permet à la population de bénéficier de toute une série justement d'un bénéfice par rapport à l'environnement que de retrouver ces bâches pas n'importe où. Un. Deux, je pense que en tout cas les agriculteurs, les personnes qui cultivent des champs, chaque année se retrouvent avec des sacs et des sacs et des sacs d'immondices supplémentaires. Parce que, bah oui, sur les bords de champs, quand on est occupé à moissonner, à récolter des pommes de terre, les betteraves, les chicorées, on se retrouve avec des dizaines, des centaines de canettes, de déchets et ainsi de suite que nous devons mettre, que les agriculteurs doivent mettre dans leur sac. Rien ne les y oblige. Ce qu'ils pourraient faire, c'est remettre tout sur la voirie et ça permettrait, on devrait encore s'assurer à ce que toutes ces crasses, tous ces déchets puissent être enlevés par la collectivité. Je pense que c'est aussi dans un esprit de motivation vis-à-vis de tout le monde de respecter un peu le travail. Mais je pense que et ça peut arriver aussi qu'il y ait des particuliers qui utilisent des bâches agricoles, ça permet d'avoir une filière de revalorisation et ça permet de la soutenir. Anne-Michel, je pense que tu avais voté. Marc? Oui. Julie? Oui. Philippe? Oui. Jean-Pierre? Non. Jean-Paul? Oui. Martine? Oui. Cédric? Oui. Charles? Oui. Robin? Non. Eric? Oui. Nadia? Oui. Vincent? Oui. Shirley? Oui. Caro? Oui. Véronique? Non. Et moi-même, oui. Point suivant, il s'agit encore d'une convention d'adhésion. Il s'agit de pouvoir passer la convention avec la centrale d'achat du service public de Wallonie de façon à ce que pour certaines acquisitions, on puisse passer par le marché cadre de la région wallonne. Ça permet de bénéficier de meilleurs tarifs et ne pas devoir réaliser l'ensemble des démarches liées au marché public. Et ici, c'est aussi une convention qui est conclue pour une durée indéterminée. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques, pas de questions. Anne-Michel? Oui. Jean-Pierre, pardon? On n'a jamais fait appel. Attends, j'ai pas compris, ça coupe. Enfin, Je dis jusqu'à présent, je demande si jusqu'à présent, on n'a jamais fait appel à cette. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Philippe, tu voulais rajouter?
le Tractopelle 15 qu'on avait acheté à l'époque était par ce service. Par exemple. Ah bon, ben c'est très bien, ça va, ok. Et pour le carburant aussi, on passe par le marché du SPOE. Donc, ce sont des choses qu'on fait déjà par moment. Anne-Michel a voté. Marc, pardon. Oui. Julie. Oui. Philippe. Oui. Jean-Pierre. Oui. Jean-Paul. Oui. Martine. Oui. Cédric. Oui. Charles. Oui. Robin. Oui. Eric. Oui. Nadia. Oui. Vincent. Oui. Shirley. Oui. Caro. Oui. Vincent. Pardon, Véronique. Oui. Et moi-même, oui. Le point suivant, c'est une prise d'acte que la région wallonne a la décision de tutelle, en tout cas, d'approuver le règlement redevance relative à la collecte des déchets ménagers pour la tarification des sacs pour l'année 2022. C'était la décision du 8 novembre 2021. Et donc, la tutelle a remis un avis favorable. C'est juste une prise d'acte. Il n'y a pas de vote. Point numéro 11. Alors, règlement général de police, incinération de déchets verts, possibilité d'octroyer une dérogation aux conditions reprises dans le règlement général de police pour des raisons phytosanitaires. Comme vous le savez, le règlement général de police interdit de faire du feu. De faire du feu à partir du moment où il y a une proximité d'une habitation, d'un bois, d'une culture, enfin toute une série de d'éléments. Donc, c'est 100 mètres d'une habitation, édifice, forêt, bruyère, bois, verger, plantation, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage et tout autre dépôt de matière inflammable, ce qui fait qu'on se retrouve avec zéro possibilité d'incinérer des déchets. Or, on a été sollicité par plusieurs horticulteurs et lagueurs pour lesquels il y avait quelques soucis, notamment pour les scolites, pour le feu bactérien, pour d'autres, pour quelques maladies qui existent ou quelques parasites qui existent au niveau des tailles ou des végétaux, et pour lesquels une des seules solutions d'éradication, c'est l'incinération. Mais comme il n'y a pas d'endroit pour le faire, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, et en accord avec les 4 autres communes de la zone de police, c'est d'autoriser non pas à tout le monde de faire du feu le cas échéant, mais à permettre aux professionnels, aux personnes qui utilisent, enfin qui sont amenées à gérer ce genre de choses, à les autoriser, moyennant quand même autorisation au niveau de la commune, à pouvoir brûler sous leur responsabilité. C'est pour ça qu'on reste au niveau des professionnels, mais les lieux peuvent être évidemment changés. On laisse ça pour des professionnels du secteur et pour des raisons phytosanitaires. Donc le contexte est bien clair et bien net, et de leur permettre donc moyennant dérogation de pouvoir le faire au niveau de la commune, tout en respectant évidemment la situation dans les tiers. Il n'est pas question de faire du feu à 3 mètres d'une habitation et avec le vent qui va directement chez eux. Donc, ça permet d'avoir des raisonnements beaucoup plus, comment je veux dire, efficaces par rapport à ces secteurs. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Nadia. Oui, moi j'ai plusieurs points. Donc, d'abord, je me demandais comment ça s'articulait avec le code rural wallon, parce que c'est pas mis dans la décision. Et dedans, dans le code rural wallon, il y a la question des feux dans les champs, là, et donc d'allumer des feux, on ne peut pas les allumer à moins de 100 mètres des habitations, des bruyères, des vergers, enfin, tout n'est pas exactement, c'est pas exactement le même texte que dans le règlement général de police. Et il y a au moins 25 mètres des bois. Et donc, comment ça va s'articuler, puisque, a priori, s'il y a une imposition régionale, la hiérarchie des normes fait que c'est difficile d'y déroger, sauf s'il y a une disposition, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, c'est ma première question. Voilà. Et par ailleurs, j'ai une autre interrogation, enfin, c'est plus qu'une interrogation, c'est un doute en fait. En fait, je trouve que
c'est logique à certains moments, bon voilà, ça peut être vraiment problématique pour des raisons en effet phytosanitaires, et donc c'est très bien que ce soit réservé aux professionnels du secteur pour des raisons phytosanitaires. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que quand on lit le texte, hormis ces deux balises-là, donc le texte exact, enfin la petite phrase rajoutée, c'est une dérogation aux dispositions ci-dessus peut être octroyée aux professionnels du secteur pour des raisons phytosanitaires lorsque le contexte ne permet pas d'utiliser d'autres techniques de manière satisfaisante. Cette dérogation est à solliciter auprès du collège communal, idéalement 15 jours à l'avance. Et en fait, je trouve que ça manque de balises parce que finalement, ok, c'est professionnel du secteur pour des raisons phytosanitaires, mais qui va aller juger exactement sous quels critères, sur quels critères. Et donc, voilà. Je trouve qu'en l'état, il faudrait peut-être affiner et trouver des balises qui sont plus claires. Mais moi, je trouve que c'est pas. Ça peut être tout et. Enfin, voilà. C'est où à la tête du client aussi. Hein. Donc, voilà. Il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, les raisons phytosanitaires, elles peuvent être déterminées, elles peuvent être contrôlées par n'importe qui, à partir du moment où c'est quelques jours à l'avance, c'est 15 jours à l'avance ici, que ce soit les professionnels du service environnement, que ce soit le cas échéant de certains membres du collège qui sont parfaitement compétents pour pouvoir le déterminer. Il n'y a pas photo, d'une part, et il y a toujours l'éco-conseillère qui est là et qui peut vérifier à ce que ce qui est prévu soit bien clair et bien net. Nous, on a voulu répondre en tout cas à une demande du secteur qui me paraissait importante et qui est là depuis quelques temps, depuis quelques mois, si pas quelques années, notamment avec la problématique des scolites où on a vu des sapins et des pins dépérir à beaucoup d'endroits de la commune, avec d'ailleurs des endroits qui étaient dangereux. En termes de hiérarchie des normes, je pense qu'il y a des dérogations qui peuvent être données. Je peux me tromper, on vérifiera le cas échéant, mais ce qu'on vous propose en tout cas, c'est de soumettre cette proposition au niveau de la tutelle. Il me semble en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre des recherches qui ont été faites, que ça existe dans d'autres endroits et dans d'autres communes. Pas d'autres questions? On passe au vote. Anne-Michel. Oui. Marc. Oui, pardon. Julie. Oui. Philippe. Oui. Jean-Pierre. Oui. Jean-Paul. Oui. Martine. Oui. Cédric. Oui. Charles. Oui. Robin. Oui. Eric. Oui. Nadia. Non. Vincent. Oui. Shirley. Oui. Caro. Oui. Véronique. Oui. Et moi-même, oui. Le point numéro 12, il s'agit de l'ouverture de 2 demi-classes maternelles, une à Tilly et une à Villers. Est-ce que je peux considérer l'unanimité? Robin, c'est bon pour ton groupe aussi? Oui, oui. Parfait, donc unanimité pour ce point-là. Point numéro 13, PCDR, opération de développement rural, constitution d'une commission locale de développement rural, désignation des membres. Philippe, je te passe la parole. Voilà, la liste a été arrêtée. Donc, nous avons 30 citoyens. On en avait nettement plus, donc à un moment, on a dû limiter. Donc, les autres sont remis dans une réserve. Lorsqu'il y aura des démissions, on remettrait des gens. Et puis, évidemment, il y a le quart communal. La première réunion de la CLDR, si elle est approuvée aujourd'hui, aura lieu le mercredi, je pense que c'est le mercredi 16 mars, oui. Donc voilà, ça veut dire que les choses se mettent en route. Je n'ai pas tout le timing ici par cœur, puisqu'il était dans le dossier, mais nous allons avancer au pas de charge jusqu'au mois de juin pour que les fiches projets soient, les esquisses de fiches projet soient prêtes pour ce moment-là, pour permettre au bureau d'études de travailler pendant juillet-août sur ces fiches, et après pour approuver tout ça dans le deuxième semestre de l'année. Remarque les questions. Oui, Robin. Oui, donc voilà, j'aimerais juste qu'on fasse quand même acter, donc comme ça a été convenu. Donc en fait, pour les autres, pour expliquer, en clair, on s'était rendu compte qu'il y avait une erreur dans le calcul de la clé d'onde pour le quart communal. Donc normalement, ce n'est pas 7 MR et 3 EPV, mais 6 MR, 4 EPV. Oui. Il y a eu un accord pour dire, pour pas que le point soit reporté, que un des MR ira pour chez nous. Donc, voilà, juste bien pour faire acter que le quart communal n'est pas réellement 7,3, mais 6,4, quoi. Mais que Et dans donc, ce cas-ci,
on le fait toujours à 7-3, quoi. Tout à fait. Et donc, pour le quart communal, sont effectifs pour ton groupe Robin, toi-même et Pierre Wout, suppléant Jean-Pierre et Nadia El Abassi. C'est ça. Et pour nous, c'est Charles Traoré, Philippe Van Olebeek et moi-même comme effectif. Et dans le même ordre, Cédric Vermeer, Martin Richard et Shirley Van Emelen comme suppléants, sachant que tout le monde, effectif comme suppléant, participe aux réunions de la CLDR. Donc, il n'y a pas de distinguo entre effectifs et suppléants, juste par rapport au vote le cas échéant, mais ça ne change rien. Même pas, Mané. Voilà. Tout le monde a le droit de voter. C'est un point apparemment que la région Wallonie a oublié d'enlever dans les modifications, mais qui n'a aucun sens. C'est ce que la Fondation rurale de Wallonie m'avait dit. C'est parfait. C'est parfait. On reçoit quand même une convocation pour Tout ça. à fait. Dans les délais, il y a des délais légaux, etc. Donc ici, si c'est acté aujourd'hui, ce que j'espère, toute la machine se met en route à partir de demain. C'est-à-dire que les membres, vous serez convoqués très vite à la première réunion dans les délais légaux. Je pense que c'est le même délai qu'un conseil communal. Et les gens qui ne sont pas repris auront un courrier leur expliquant qu'ils rentrent dans la réserve au cas où il y aurait des démissions pour remplacer tout simplement. Et il y a un ordre du jour établi. La première réunion, ça va être une présentation de la Fondation rurale de Wallonie pour que vous compreniez bien comment fonctionne la chose. La deuxième réunion qui aura lieu, je pense, vers le 20-25 avril, là, c'est le bureau d'études qui viendra vous expliquer le diagnostic convenablement. Entre-temps, nous rencontrerons certains membres de la jeunesse avec Anne Michel. Et nous rencontrerons également les associations parce que vous savez qu'à cause du Covid, la réunion sur les associations avait dû être annulée pour 4 forces majeures. Et donc, nous allons, par respect pour eux, les rencontrer hors CLDR, enfin pour l'organisation, pour avoir leur point de vue. Ensuite, nous aurons, je pense que c'est le 14 mai, nous ferons le samedi matin une visite complète de toutes les pistes qu'on peut avoir dans la commune sur place. Ensuite, vers le 20-25 juin, je n'ai pas la date ici par cœur devant moi, nous aurons une très grosse réunion où on commencera à vraiment définir les fiches et dans quel sens on va. Parfait. D'autres questions? Oui, Nadia. Oui, donc en fait, je trouve que d'abord, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il y a 48 candidatures qui ont été déposées. Donc, ce qui me semble être quand même pas mal. Il y en a 30 qui ont été retenus, donc déjà félicitations à eux. Moi, j'ai quand même 2-3 points que je trouve qui posent question, qui m'interrogent en tous les cas. La circulaire, elle permet de former une commission qui va de 10 à 30 effectifs et suppléants. Donc, en fait, on aurait pu intégrer, je pense, un peu plus de gens dedans. La deuxième chose, c'est que les critères fixés par la circulaire, ils sont respectés au niveau global, mais c'est comme si tout le monde était effectif ou suppléant. Enfin, tu as dit, Philippe, que l'impact est pas si grave que ça, mais du coup, s'il n'est pas si grave, pourquoi avoir mis des grosses disparités comme ça? Donc, par exemple, quand on voit hommes-femmes, c'est équilibré sur les deux, sur les effectifs et les suppléants, mais il n'y a que 6 citoyennes parmi les 15 effectifs. La répartition par âge aussi, plutôt que d'avoir des biais, il y a des biais qui sont dus aux candidatures, évidemment, par rapport à la structure de population qu'on a. Et par exemple, à nouveau, sur les effectifs, on a une surreprésentation des 60-75 et sur les effectifs, c'est carrément 54% des sièges d'effectifs. Et donc, voilà, je ne comprenais pas trop pourquoi avoir pas essayer que ce soit le plus équilibré possible. Puis bon, il y a certaines associations qui me semblent avoir été oubliées. Il ne faut pas oublier que la circulaire précise ce genre de choses. Hein, donc, ça doit être la représentativité aussi associative, sociale, économique, etc. Donc, voilà. Et donc, par exemple, un exemple que j'ai pris au hasard qu'il y avait, il y a 2 candidatures de gens du GRAC qui sont rejetées. Il n'y a personne du GRAC dedans. Je trouve ça dommage. En tous les cas, personne qui s'est présenté comme étant du GRAC.
Il y en a même une qui est en rouge, et là, c'est l'occasion pour moi de vous demander, c'est quoi dans la... Donc, on avait des documents avec, il y a les 30 personnes retenues, et puis il y a les 18 qui ne le sont pas, et alors dans ces 18-là, il y en a qui sont en blanc, qui sont en réserve, en fait, ils sont en réserve de recrutement, hein, pour être clair, ils sont en réserve de recrutement, et il y en a qui sont en blanc, il y en a qui sont en rouge, donc je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Voilà. Par contre, si je peux terminer, par contre, ça me semble assez difficile, comme tu l'as dit, Philippe, le timing est quand même serré. Donc, ça me semble difficile de revoir toute la sélection aujourd'hui, de reporter le poids, de commencer à discuter, tel là. Puis forcément, quand on fait une sélection, bah, c'est pas évident, évidemment, de trouver l'équilibre parfait. Et donc, notre proposition, c'est d'aller vers plus d'inclusivité et donc d'intégrer les 48 candidatures à la commission. Et ce qu'on propose, c'est pour ne pas tout modifier, c'est simplement d'intégrer les 18 personnes qui sont sur la liste de recrutement, comme avec un statut d'invité, hein. Et donc, comme ça, bah, ils sont invités et ils peuvent assister à la commission, etc. Ils n'auront bien sûr pas de droit de vote, etc. Mais quand ce sera éventuellement à leur tour de remplacer les gens, ils auront déjà suivi un peu les travaux qui se font. Et ça se fait dans d'autres communes. On m'a dit l'argument juste avant, donc rassurez-vous, ça se fait dans d'autres communes. Et ben voilà, l'idée, c'est pas qu'ils puissent voter, mais c'est de se dire, ben, il y a 48 candidatures, incluons tout le monde. À Cour-Saint-Étienne, il y en avait eu 43, ils ont inclus tout le monde. Voilà. Oui, voilà, la réponse. La première, la question effectif suppléant, tout ce que tu dis ne tient pas la route, parce que c'est la Fondation rurale de Wallonie lui-même et la région wallonne elle-même qui a dit que qu'on ne tenait pas compte. Chez nous, tout le monde votera effectif comme suppléant, on a le droit de le faire. Donc, ça n'a aucune incidence sur le dossier ici. Concernant les couleurs, c'est le travail de la FRW. Je ne vais pas contredire le travail de la FRW en fonction des discussions qu'on a eues. Donc là, c'est vraiment leur travail. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Moi, je ne vais vraiment pas polémiquer ou discuter là-dessus. Par contre, moi, c'est hors de question de prendre des invités pour une raison très simple. On va être un groupe de 40. Discuter sérieusement à 40, c'est déjà énorme. Si on en met 18 en plus, on connaît certains de ces éléments qui sont quand même très vindicatifs et même qui ont des comportements assez déplorables sur certains groupes sociaux au niveau des attaques. Moi, il y a des gens que je ne veux pas voir, très clairement, parce que je veux qu'on construise et qu'on ne démolisse pas. Hein? Tu penses très bien à qui je pense. Donc voilà, et de toute façon, c'est le droit, c'est le collège qui propose et c'est le conseil qui dispose, et nous ne changerons pas ça, et certainement pas les 48. Si nous prenons les 48, je vais dire ce qui va arriver, on va mettre 2 ans en plus pour arriver à faire le PCD. D'autres remarques ou d'autres questions? Moi, j'ai une précision. Donc, si je comprends bien, les gens, parce que tu dis, Philippe, que les gens en rouge, c'est la Fondation rurale de Wallonie. J'ai des petits doutes parce que la version de l'administration, c'est pas ça, c'est que c'est le collège qui a fait la sélection. Donc, voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que personnellement, j'ai pas vu cette liste. Donc, il faut pas dire que c'est le collège qui a fait les documents rouge ou vert ou jaune ou bleu. Faut un peu remettre les points sur les i. Je m'excuse d'interrompre, mais quand il y a quelque chose, je ne laisse plus passer. Quand il y a des conneries qui sont dites, c'est le cas. J'en sais rien. J'ai pas vu la liste avec les couleurs. J'ai vu une liste qui a été remise par rapport à ce qui a été décidé au collège, et c'est la liste qui vous est présentée ici. Bah, franchement, c'est encore pire si on ne regarde pas les pièces du dossier avant de prendre une décision. Donc, voilà. Je sais pas, les pièces du dossier que j'ai vues, je m'excuse, ça ne sert à rien de faire ce genre d'incise désagréable et qui ne vaut pas la peine. J'ai pas vu le dossier personnellement avec les couleurs. J'ai vu un dossier noir et blanc très clairement et pas avec des couleurs le cas échéant. Je pense que s'il y avait un document qui était comme ça devait être un document de travail, mais c'est pas celui qui m'a été présenté en tout cas au niveau du collège. Ça, c'est très clair. Et je confirme que c'est un document de la FRW et que donc c'est nous autres qui avons travaillé et que c'est bien le collège qui est compétent pour présenter une CLDR au conseil communal et personne d'autre. On est d'accord, mais la règle est la règle. Hein. Il y a des règles très strictes au niveau des PCDR, on les applique et c'est tout. Et on a le droit de donner notre avis. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Y a-t-il d'autres interpellations? Non. Michel. Oui. Marc. Oui. Julie. Oui. Philippe.
Oui. Jean-Pierre, Oui. Jean-Paul, Oui. Oui. Martine, Oui. Cédric, Oui. Charles, Oui. Robin, Oui. Eric, Oui. Nadia, Abstention. Vincent, Oui. Shirley, Oui. Caro, Caroline. Oui. Ouais. J'ai entendu Louis. Oui. J'ai entendu Louis. Véronique Oui. et moi-même, Oui. oui. Super. Oui, oui, oui. Le point suivant, c'est un point complémentaire déposé par Pierre Wout et Nadia Labassi. Je vais passer la parole à Nadia. Je prends juste mon document. Désolée. Voilà. Donc, juste, je remets un peu en contexte. Donc, la proposition, c'est une mention relative à l'utilisation de feux d'artifice silencieux ou à bruit contenu. Et donc, j'explique un peu le contexte. Je pense que la nuit du 31 au 1er, on est beaucoup à avoir entendu un certain nombre de feux d'artifice. Ça a duré quand même pas mal de temps et pour les animaux de manière générale, qu'ils soient domestiques, donc on a quand même pas mal de villageois qui ont des animaux domestiques, que ce soit des chiens, des chevaux, etc. Mais aussi pour l'avifaune, oui, l'avifaune, donc les oiseaux en particulier, c'est assez perturbant, surtout que ce n'est pas forcément, c'est pas un moment très court, ça peut durer assez longtemps. Et donc, comme c'est compliqué pour eux, comme ces détonations peuvent quand même atteindre jusqu'à 150 décibels et que c'est une sorte de stress qui a parfois des fuites, des blessures, parfois même ça peut entraîner la mort de l'animal. Ce qu'on propose au Conseil, c'est d'introduire dans les règlements généraux de police une alternative. Donc c'est pas de supprimer les feux, c'est pas ça du tout, je précise. Donc il existe aujourd'hui des feux d'artifice qu'on appelle silencieux ou à bruit contenu. Ça ne supprime pas totalement le bruit, mais ça le réduit sensiblement, puisque on peut réduire jusqu'à, donc ça peut aller jusqu'à 150 en général, et là on va à entre 60 et 80 décibels. Pour rappel, chaque décibel on double, hein. C'est pas, c'est une exponentielle, donc c'est vraiment une grande différence, et ça n'a pas de répercussion sur la qualité du spectacle d'un point de vue visuel évidemment. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'intégrer une modification au règlement de manière à ce qu'on interdise les feux d'artifice traditionnels, qu'ils soient soumis à autorisation ou pas, parce qu'on sait bien que ce n'est pas toujours fait avec les autorisations qui normalement doivent être demandées au bourgmestre. J'en profite pour le rappeler. Et de proposer à la zone de police d'harmoniser sur les communes de la zone. De montrer l'exemple, c'est-à-dire que la commune, quand elle utilise des feux d'artifice, ce qu'elle fait quand même rarement, me semble-t-il, mais quand elle le fait, si elle le fait, d'utiliser elle-même évidemment des feux d'artifice silencieux. Et puis, ce qui me semble très important, c'est de sensibiliser la population en fait au risque des feux d'artifice traditionnels, au fait qu'il y a des alternatives, et que cette alternative n'est pas forcément plus chère non plus, et qui sans doute s'imposera un jour. En fait, l'idéal, ce serait que ce soit un niveau de pouvoir supérieur que ce soit intégré, mais voilà, pour le moment, c'est pas le cas, et donc on vous propose d'avancer sur cette question-là. Voilà. Dernière remarque était très judicieuse. Je pense que c'est aussi aux autorités supérieures à interdire le cas échéant, quelque chose comme ça. Là où j'ai un gros souci, et Dieu sait si les uns et les autres ici peuvent être totalement d'accord sur le fait des feux d'artifice à bruit contenu. Je peux vous dire que, parce que tu as cité les chevaux, les chiens, les chats, mais les vaches aussi, quand on en a à la maison, c'est parfois très compliqué. Euh, Comment un vétérinaire Drouet pourrait bien vous expliquer tous les désagréments, mais le problème, c'est que votre proposition, elle est plus laxiste que le règlement général de police. Aujourd'hui, le règlement général de police interdit tout feu d'artifice.
Article 35.2, il est interdit de tirer des feux d'artifice sur le territoire de la commune sans autorisation préalable du collège communal accompagnée d'une déclaration de classe 3. C'est la loi. Donc, si on veut respecter le règlement général de police, il est interdit de tirer un quelconque feu d'artifice sans une autorisation préalable. Et c'est une déclaration de classe 3. Donc ça, c'est la loi. Donc à partir du moment où, dans la motion, il est proposé de sensibiliser la population aux risques que font peser les feux d'artifice traditionnels et l'utilisation de feux d'artifice à dit silencieux ou à bris contenu, c'est contraire au fait que c'est interdit sur la commune. Article 2, d'interdire l'utilisation des feux d'artifice traditionnels, mais ils sont déjà interdits, et de proposer d'harmoniser la mesure sur le territoire des 5 communes, c'est déjà le cas, vu qu'ils sont interdits. Et de montrer l'exemple en utilisant une coquille, exclusivement les feux d'artifice silencieux ou à bris contenu lors des événements organisés par la commune de Villers. Sur 20 ans de collège, 21 ans de collège, j'ai pas le souvenir en tout cas que la commune a fait un feu d'artifice. Donc, au jour d'aujourd'hui, les feux d'artifice sur la commune de Villers sont interdits. C'est le règlement général de police et c'est comme ça sur les 4 autres communes de la zone. Oui, donc en fait, je reprends, j'ai pas dû, peut-être qu'il y a des amendements à faire au texte, hein, si c'est ça le souci, je veux bien l'amender même directement moi-même. Donc évidemment, les feux d'artifice sont interdits, sauf autorisation du bourgmestre, Non, du collège. Du collège. Donc l'idée, c'est qu'ils restent interdits, mais que quand ils sont autorisés, ils ne sont que, ce n'est autorisé que donc ceux à bris contenu. C'est ça l'idée. Hein. Donc c'est bien pour ça que j'ai dit que normalement c'était interdit, je l'ai dit d'ailleurs moi-même, que c'était interdit, sauf autorisation du collège. Mais donc ce serait d'interdire les feux traditionnels. Hein. Donc reste interdit les feux d'artifice, les feux traditionnels seraient interdits. Et donc quand les feux d'artifice sont autorisés, quand il y a une autorisation donnée, les seuls qui seraient autorisés, ce sont ceux à bris contenu. Par ailleurs, il y a le premier article, la question de sensibiliser. On voit bien que, ou alors le collège a donné des bonnes dizaines d'autorisations, une bonne dizaine d'autorisations sans problème dans chaque village le 31, où ce n'est pas respecté. Et donc là, c'est intéressant d'avoir une sensibilisation par rapport à la population sur cette interdiction, sur l'importance d'utiliser des feux à bris contenu plutôt que des feux traditionnels quand on fait un feu d'artifice. Et donc d'eux-mêmes, ils viennent demander des autorisations avec ça. Et donc les sensibilités sur les deux questions, la question des feux à bris contenu, mais aussi sur la question des feux d'artifice de manière générale, bien entendu. Sensibilisation, il me semble qu'on a déjà eu quelques articles au niveau. Oui, Charles, je termine juste. Sur la problématique des feux d'artifice et la proximité des animaux, on a déjà sensibilisé à plusieurs reprises, d'une part. Deuxièmement, l'article 2 qui nous est proposé, il nous demande d'interdire l'utilisation des feux d'artifice traditionnels. Ils sont totalement interdits, même par rapport aux autres, que ce soit les bruits contenus ou traditionnels, ils le sont. Donc, on enfonce une porte ouverte. Au contraire, on devrait permettre à ce qu'il y ait des feux d'artifice silencieux ou bruits contenus lors d'événements organisés par la commune de Villers. Charles. Oui, moi je voulais rebondir par rapport à la question de la sensibilisation dont Nadia parle depuis tantôt. Je me dis, en fait, j'ai été faire le tour sur les publications d'Écolo. Je n'ai jamais trouvé de sensibilisation sur les feux d'artifice. Et je me dis, quand on se soucie du bien-être animal, je ne pense pas qu'attendre un conseil communal pour venir en parler me semble respectueux, en tout cas, du bien-être animal. Je prends un exemple. Le 30 décembre déjà 2020, la zone de police Orntil, qui est très active en fait sur la question de la sensibilisation sur les feux d'artifice, a fait donc une sensibilisation sur Facebook. Nous étions une quarantaine, une cinquantaine à partager donc la publication, à commenter, à liker. Je me dis, il faudrait peut-être que Écolo aussi s'inscrive dans cette dynamique-là de soutien. C'est comme ça, effectivement, qu'on va pouvoir arriver à sensibiliser le maximum de personnes, pas faire des sorties, attendre le conseil communal et dire qu'on se soucie du bien-être animal. Je pense que c'est un travail qui se fait un peu partout. Donc, je vous invite donc à vous inscrire dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est en soutenant déjà les réglementations en cours qu'on arrivera donc à sensibiliser. Les idées, c'est très bien. Les propositions, elles sont très bien. Mais parfois, il faut aussi soutenir les initiatives qui sont
sur place, quoi. Juste dire aussi en tant que chemin du bien-être animal, que ce soit 150 décibels ou 80 décibels, à bruit contenu, si vous êtes tout près, l'animal il est en stress. Donc chaque année, c'est vrai que ça ne sert à rien, que ce soit le monde agricole avec les vaches, les chevaux et les personnes qui ont un animal domestique, ben, il y a des fuites chaque année. Donc pour nous, on a toujours voté. Je pense qu'on peut regarder dans les collèges qui ont été votés au mois de décembre, mais on refuse. Donc j'ai un peu de dire, votre motion, vous êtes un peu le carabinier d'Offenbach, vous êtes en retard, on est plus sévère que, voilà. Alors, maintenant, c'est comme tout le monde, là, il faut rouler à 50, il faut rouler à 60, mais voilà. Il y a des gens aussi qui contournent la loi et qui ne la respectent pas, voilà. Donc, à vous, écolo, alors, de faire 3/4 du CRS et de venir sanctionner les gens le jour de l'an. Hein, voilà. Hein, pour essayer que tout soit respecté, voilà. Il y aura toujours des gens qui vont déborder et des gens qui, malheureusement, dans le monde agricole ou dans les sensibilisés, qui vont retrouver leur chien demain à la fourrière. Après, ça existe depuis toujours, voilà, et on ne sait pas faire autrement que se dire peut-être, oui, c'est un jour de fête, mais c'est passé, y a-t-il eu des problèmes avec les animaux, oui ou non, mais moins il y en a, mieux c'est, mais voilà. Et je pense que la motion la note est plus sévère, donc on retient cet article 35.2 du Code régional de la police, hein, voilà. Et donc, je pense que c'est factuel. Donc, voilà. Oui, Et je dans vais la répondre. déclaration de classe 3 également, les éléments par rapport à ce que ça peut, à ce qui C'est peut, bien jamais. ce qui peut gêner le cas échéant les voisins ou ce genre de choses, ça doit être établi dans la déclaration de classe 3. Donc aujourd'hui, comme l'a très bien dit Marc, le règlement général de police est beaucoup plus strict et beaucoup plus sévère que ce qui est proposé ici dans la motion. Oui, moi Oui, je suis pas d'accord avec cette interprétation du texte puisque ce qu'on propose, ce n'est pas de revenir sur l'interdiction des feux d'artifice, c'est de la maintenir et il y a des dérogations possibles et quand il y a des dérogations, que ce soit des feux à bruit contenu obligatoires. Bon, je vois pas en quoi rajouter une obligation, c'est être plus laxiste, mais j'entends l'argument et je le reprendrai à mon compte, il n'y a pas de souci. Après, il y a une autre chose, sur la question de la sensibilisation, je ne dis pas que rien n'a été fait, loin de là. Maintenant, je ne vois pas ce qui empêche de continuer le mouvement. J'entends qu'Écolo doit faire sa part. Charles, je trouve que ce moyen, évidemment, de venir nous faire ça, nous dire ça, parce que, bon, tu aurais peut-être pu le faire, hein, juste comme ça. Hein, c'est facile de critiquer, de faire changer de camp et puis de critiquer comme ça. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. C'est le petit jeu politicien, donc voilà, il faut bien vivre avec. Mais je note qu'à nouveau, vous n'êtes pas ouvert à la discussion, aucune proposition ne peut passer venant de l'opposition ou quasi pas, et en tous les cas quand elle vient d'écolo, surtout pas. Donc voilà, je note, c'est pas grave, et on continuera, et au conseil prochain, vous aurez encore un point ou deux, voilà, oui. on verra. Et on continuera, et c'est pas grave, on trace notre ligne, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez, de toute façon, Je, vous je, êtes nombreux, il n'y a pas moyen de discuter, il y a pas moyen de proposer, soit on nous prend pour des imbéciles, soit de toute façon c'est non et on ne discute pas. À la fois passée, il n'y a même pas de discussion. Donc voilà, mais c'est tout. Merci beaucoup et bon vote non, parce que je suppose que c'est ce qui va se passer. je ne préjuge pas, je souhaite juste souligner qu'aujourd'hui, le règlement général de police interdit de tirer de feux d'artifice. Votre proposition permet d'en tirer. Au jour d'aujourd'hui, non. L'interdiction, elle est bien dans notre règlement général de police. Tout le monde peut aller voir le point 35.2 qui dit que, je vais le relire, il est interdit de tirer des feux d'artifice sur le territoire de la commune sans autorisation préalable du collège, accompagnée d'une déclaration de classe 3. Et la déclaration de classe 3, elle détermine évidemment s'il y a des risques par rapport à ce qu'il y a autour. Votre proposition, et quand je dis votre, c'est votre, Monsieur Vout et Madame El Abbassi, il nous dit encore d'interdire, c'est déjà fait. Au point numéro de l'article 2, il demande d'interdire l'utilisation des feux d'artifice traditionnels. Oui, mais nous on interdit tous les feux d'artifice. Oui, mais nous on interdit, nous ce qui est interdit, ce sont tous les feux d'artifice. Comme l'a dit Marc Druet, très justement, 80 décibels ou 120 décibels pour un animal et pour les animaux, ça ne change pas, la situation. Et donc, non. Le règlement général de police est beaucoup plus strict que ce qui est proposé. C'est factuel, c'est très simple.
Ben, alors, on peut simplement faire un amendement. Propose de maintenir l'interdiction de feux d'artifice et d'obliger que ce soit des feux à bruit contenu qui soient utilisés quand une autorisation est octroyée par le collège. Voilà, on met cet amendement-là et le texte correspond tout à fait à vos desiderata. Tu me diras quand est-ce que la commune a donné une autorisation pour un feu d'artifice, et je pense que la messe sera dite sans aucune difficulté. Mais donc, nous ne voulons pas non plus montrer l'exemple par rapport en utilisant exclusivement des feux d'artifice silencieux. Je peux continuer juste et que donc, par rapport à ça, si d'autres niveaux de pouvoir veulent faire le point, ils feront le point. Nous, on en reste à notre strict règlement général de police. Jean-Pierre. Arrêtez un peu de jouer avec les mots comme ça. Hein. Parce que quand il y a la nuit des cœurs, il y a un feu d'artifice. Qui est-ce qui autorise ce feu d'artifice? C'est la commune? C'est même. Pardon, Jean-Pierre, parce que ça a oui, coupé, je ne sais pas. Réponds à ma question. Et je réponds, mais qui ça coupe. autorise ce feu d'artifice? On autorise l'événement. On autorise l'événement pour la nuit des cœurs, on autorise l'événement et le feu d'artifice tel que prévu avec les services de secours et par rapport à la situation. Tu me diras quand il y a une prairie avec des chevaux, avec des animaux et ce genre de trucs. La vie-faune, je veux bien entendre. Même chose pour la fête. Même chose pour la fête de Mellerie. Depuis des années, le feu d'artifice clôture la fête. Exactement, tout à fait. Mais ça, je suis désolé. Alors là, on est dans les traditions locales en ce qui concerne Mellerie. Et cette année-ci, il y avait même le carnaval qui souhaitait faire un feu d'artifice, mais vu les circonstances, ça n'a pas été autorisé. Ma question est, quand vous autorisez ces feux d'artifice, je crois que la question qu'Écolo pose, quand vous autoriserez ces feux d'artifice, demandez alors qu'ils soient, ce sont des feux d'artifice un peu plus silencieux, et donc, pour que les animaux n'aient pas peur et ainsi de suite, et que les gens ne soient pas dérangés. Je crois que l'école ne demande pas autre chose que ça. Et arrêtez de jouer tout le temps avec les mots comme ça, l'un et l'autre. Hein. Je ne vais pas jouer avec les mots. Hein. J'ai entendu dans l'explication que c'était au 30 décembre, au 31 décembre, peut-être on n'a pas cité le 24 ou le 25. C'est la même chose. Par rapport à ça. Je n'ai pas vocation à verbaliser, Jean-Pierre. Je pense que l'interpellation peut se faire au niveau de la zone de police pour savoir ce qu'il y a lieu de verbaliser le cas échéant. Donc, je maintiens, c'est factuel, que l'interdiction est plus importante au niveau du règlement général de police. Je vous propose de passer au vote. Anne-Michel. Non. Marc. Non. Julie. Non. Philippe. Non. Jean-Pierre. Oui. Jean-Paul. Non. Martine. Non. Cédric. Non. Charles. Non. Robin. Oui. Eric. Non. Nadia. Oui. Vincent. Non. Shirley. Non. Caroline. Non. Véronique. Non. Oui. Et moi-même, non. Voilà qui clôture l'ordre du jour en séance publique. Y a-t-il des questions? Robin. Donc c'était il y a plus d'un an. Il y a un an et demi, j'avais fait passer une motion pour qu'on s'affilie au réseau territoire de mémoire. Donc j'ai vu sur le site que la commune est reprise dedans, donc c'est que l'affiliation a bien été faite. Mais j'aimerais juste savoir où ça en est maintenant, plus ou moins. Est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'il y a eu des formations, etc. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas qui a été désigné comme représentant au territoire de la mémoire. Je n'en sais rien. Je t'avoue on s'est affilié comme prévenu, mais je ne sais pas, comme convenu, mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres choses. Je sais qu'il y a eu un twist à un moment donné par rapport la cotisation qui est arrivée, mais qu'il y a eu un problème de transmis, il me semble, mais pour le reste, j'ai aucune idée. Mais écoute, je fais le point si tu me le permets et je te reviendrai au prochain conseil communal en faisant le point de savoir où on en est et des propositions qu'on peut faire, mais bien volontiers qu'on puisse avancer sur le sujet. Avec plaisir. Vu les circonstances, je pense que c'est d'autant plus important. En effet. D'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai une petite question sur la pollution du sol au niveau du hall de voirie. Donc j'ai vu dans
dans les PV du collège, qu'il y avait une étude de caractérisation, etc., qui avait été faite. Et donc, est-ce que vous pouvez... J'ai lu l'étude, hein, mais c'est assez complexe, évidemment, puisque c'est technique. Et donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu ce qu'il en est et la suite du dossier, puisque je pense que c'est dans le cadre d'un permis unique à renouveler. Donc, voilà. Julie, tu veux peut-être dire quelque chose ou je m'en charge? Comme tu veux. Commence, je complète si nécessaire. Donc par rapport au permis qui a été demandé, permis d'environnement, si je ne me trompe, au niveau du hall de voirie, évidemment, on sait que comment je vais dire, lorsque la commune a acheté le bien dans les années 90, on savait que ce lieu avait servi de zone d'extraction, mais aussi de zone pour lesquelles il y a eu des versages. Alors, pour avoir habité là quand même toute ma vie, je sais quand même que avant d'être utilisé par la sucrerie Genap pour remettre des déchets de betterave, des terres éventuelles, ça avait servi un petit peu comme on va appeler comme décharge locale dans les années 60 au niveau de Tilly ou même au niveau de Villers dans les années 70 aussi, il me semble. En dessous de là où on a construit. Alors l'étude a permis de déterminer qu'il y avait un endroit qui était un endroit douteux, pour lequel il y a eu des analyses et des résultats d'analyse qui étaient un peu excessifs par rapport aux normes. La région wallonne doit alors déterminer si c'est une pollution qui est due à l'utilisation du hall de voirie ou si c'était une pollution historique. Et comme c'est une pollution historique, dans ce cas-là, il n'y a pas de conséquences. On sait qu'il y a un endroit qui pose problème. La question est de savoir, est-ce que c'est une poche qui a été qui a été trouvée parce qu'on est passé juste à un endroit où il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que les autres puits étaient tout à fait corrects, sans aucune difficulté, avec même de très très bons résultats en termes d'ailleurs de qualité de sol à certains endroits, mais juste un endroit où il y avait une poche qui posait problème. Donc c'est pour ça qu'on a dû faire une étude plus approfondie qui a déterminé que c'était une pollution historique. Alors faut pas se tromper non plus, parce que j'ai entendu de la commune qu'il y avait aussi quelques amalgames qui étaient faits par rapport à la décharge de Rigenay. On n'est pas là à la décharge de Rigenay. La décharge de Rigenay, elle est bien à l'entrée des Sablières, sur la partie sud de la commune, mais pas du tout à cet endroit-là. Ça n'a pas été repris comme tel en ce qui concerne la décharge. La décharge, c'est l'autre côté. Et d'ailleurs, là où on était relativement serein par rapport à l'installation, quand l'installation a été décidée de mettre le hall de voirie à cet endroit, c'est qu'il y a des piézomètres qui sont disséminés justement pour surveiller la décharge, et que les piézomètres qui sont installés tout autour de l'endroit où il y a le hall de voirie ne posaient aucune difficulté, que les analyses étaient tout à fait correctes. Donc on savait très bien qu'il n'y avait pas de difficulté dans ces puits-là, sachant que les puits étaient tellement corrects qu'à un moment donné, la SPAC qui fait les analyses a même arrêté de les surveiller, de les superviser. Et nous-mêmes, nous avons redemandé à la SPAC des analyses complémentaires dans ces piézomètres de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution autour cas de pollution qui s'étend. Maintenant, il y a peut-être un fût d'huile qui a été comment je vais dire, enterré il y a quelques dizaines d'années à cet endroit-là. Peut-être ou peut-être pas, ou c'est peut-être simplement un véhicule de chantier qui a une fuite d'huile aussi, hein, ça peut arriver. Et donc, on a été rassuré par rapport aux résultats qui ont été donnés par l'étude. D'autres questions? Sauf si Julie veut ajouter quelque chose. Non, 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 c'est vraiment complet. Ça nous a coûté un demi-bras de faire toutes ces analyses, mais au moins les sécurités sont là aujourd'hui. Il était là déjà dès le départ. Enfin, maintenant, on est sûr d'avoir les sécurités. Jean-Pierre, j'ai vu que tu levais le doigt. Oui, bon, on voudrait un peu savoir ce qui se passe dans la commune, parce que j'ai vu qu'une EGVIN avait remis un certificat médical. C'est du jamais vu dans une commune. Je me suis même renseigné dans d'autres communes si ça avait déjà eu lieu. Je ne vois pas pourquoi une EGVIN doit remettre un certificat médical si elle est malade. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en allant consulter quand même les délibérations de collège, j'ai vu qu'on lui avait retiré ses attributions. Alors, je me pose beaucoup de questions. Même si elle est malade, je ne vois pas pourquoi on doit retirer les attributions à une EGVIN ou à un échevin ou n'importe quoi.
J'ai vécu des opérations comme ça quand monsieur Maty a été malade gravement. Je l'ai remplacé. On n'a jamais retiré les attributions à monsieur Maty. Et donc, voilà, je me pose certaines questions. Qu'est-ce qui se passe dans la commune? Je crois que Léon n'a jamais rien dit. Je crois que les choses sont rentrées dans le rang. Mais les gens parlent beaucoup, les gens nous interrogent. Moi, je ne sais pas quoi répondre quand les gens m'interrogent. On a vu d'autres choses dans la commune. Un président de CPS qui donne sa démission. Bon, c'est peut-être pour convenance personnelle, mais enfin, quand on regroupe tout ça et que les gens prennent ça, les gens nous interrogent quand même. Et moi, je ne sais que répondre. Alors, si on pouvait quand même avoir quelques éclaircissements à tous ces propos, voilà. Alors, de manière très simple, mais je le laisserai Éric Vermeulen répondre par rapport à non, mais je ne parle pas d'Éric. J'ai dit tu un président de CPS qui a donné sa démission. Maintenant, tu vas venir avec Éric. Non. Non, mais Éric, ne m'interromps pas, s'il te plaît, Jean-Pierre. Ne t'énerve pas. Enfin, les gens font un amalgame de tout ça. Ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas du tout. Je ne m'énerve pas. On le voit. Je ne m'énerve pas. Alors, deux choses. La première, si Éric veut répondre à la question, il répondra bien entendu parce que tu l'as évoqué. Donc, je suis en train de répondre à la question que tu poses. Premièrement, je n'ai pas à juger d'un certificat médical de quelqu'un. Donc ça, on est très clair. Je n'ai pas à juger les difficultés de santé éventuelles de quelqu'un, qu'il soit au collège ou qu'il soit ailleurs. Je ne juge pas ça. Je pense que dans d'autres temps, on verra comment ça va évoluer. Tu parlais du remplacement de Michel Maty qui n'avait pas fait, ça n'avait pas valu de redistribuer ses mandats, enfin ses compétences. Je m'excuse, mais à partir du moment où un bourgmestre, il n'a jamais remis de certificat médical non plus. Hein. Non, parce qu'il est resté toujours, même quand il était malade, tu fais bien de le souligner, il restait toujours bien actif par rapport à ça. Sauf que par rapport à un bourgmestre, les choses sont très claires. Quand le bourgmestre est absent, c'est le premier échevin qui fait fonction et qui reprend les fonctions de bourgmestre et qui prend les fonctions qui sont attribuées au bourgmestre. Donc ça, les choses sont réglées très clairement par la loi. En cas d'absence, c'est réglé comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est qu'à partir du moment où une échevine est absente, un temps certain, je pense que les compétences dont elle bénéficiait, les compétences qui étaient siennes, il est important qu'elles ne restent pas qu'elle ne reste pas en léthargie pendant des semaines, des mois, le cas échéant, en tout cas des semaines, de façon à ce que les dossiers soient avec une cloche dessus. Vous serez les premiers à nous dire, autant dans l'opposition, que certains dossiers n'ont pas avancé, en répartissant les compétences, et il s'agit juste d'une répartition de travail, parce que ça, il ne faut pas l'oublier par rapport à ça. C'est que les compétences des échevins, c'est juste une répartition de travail. Le seul organe qui est compétent pour prendre une décision, c'est le collège. Hormis le bourgmestre qui a un certain nombre de compétences qui lui sont réservées en termes d'état civil, etc., que tout le monde connaît en termes de sécurité ou de salubrité publique. En tout cas, en ce qui concerne une répartition de travail entre les échevins, on s'est juste réparti la tâche de façon à ce que les uns et les autres puissent avancer dans les dossiers qui étaient tenus précédemment par Delphine, et donc ça ne pose pas de problème particulier. Donc on n'a pas retiré les compétences, on s'est réparti les compétences de façon à avancer dans un certain nombre de dossiers. Vous allez voir d'ailleurs qu'un certain nombre de dossiers, comme la donnerie par exemple, va pouvoir aboutir, j'espère, dans les jours qui viennent, et pour ne prendre qu'un exemple. D'autres questions? Oui, mais je n'ai pas terminé alors. Ah, bah, tu voulais. Alors, en plus de ça, je voudrais aussi avoir une explication. Comment se fait-il que cette échevine prend un avocat? Pourquoi? Et comment ça se fait que le collège prend aussi un avocat? Donc, il y a véritablement un conflit entre les deux. À partir du moment où quelqu'un prend un avocat et qu'il l'adresse à la commune, j'ai pas à juger du bien fondé des raisons pour lesquelles il prend un avocat.
si tu veux poser la question à l'intéressé, tu poseras la question à Mais l'intéressé. vous, commune, Mais vous avez pris un avocat aussi, à hein? partir du moment où on reçoit, ça c'est quelque chose qui est quand même, à partir du moment où on reçoit une lettre d'avocat, quelle qu'elle soit, pour des raisons qui sont parfois tout à fait personnelles, ou parfois par erreur aussi, parce que les avocats, au lieu d'envoyer des courriers pour des conflits privés au niveau des individus, ils les envoient à la commune. Pas de chance, dans ces cas-là, à ce moment-là, la commune doit désigner un avocat pour la réponse. Ça me paraît loin des choses, parce que un peu facile aussi, hein. J'ai vu certains communiqués en disant la commune dépense de l'argent en avocat, etc., etc. À partir du moment où la commune est C'est attaquée, vrai, à partir du moment où il y c'est a un vrai. avocat, à partir du moment où il y a un avocat qui s'adresse à la commune ou une citation en justice, bah oui, on prend un avocat pour se défendre. Ça me paraît très clair. C'est pas dans le cas ici. On règle les choses de manière efficace. Mais donc, oui, il y a un avocat qui a été désigné pour répondre à un courrier que nous avons reçu. Tout à fait. Eric, peut-être que tu veux dire un mot parce que c'est vrai que tu as été cité par Ben, rapport à. Si, tu as cité je n'ai Jean-Pierre. pas besoin d'explication d'Éric. J'ai eu une explication d'Éric moi-même. On s'est parlé avec Éric et je sais pourquoi Éric démissionne. Et, enfin, démissionne, a remis sa démission. Et je sais aussi pour la raison. Je n'ai pas besoin d'explication pour ça, mais je veux dire, tout ça est un amalgame. Tout ça Oui. est un amalgame. Mais donc, ce que je veux dire, moi, j'aimerais quand même bien qu'Eric se repositionne, parce que là, avec le sous-entendu, maintenant que tu as eu l'information, j'aimerais bien qu'Eric leur dise ici en public, de façon à ce qu'on ait de nouveau tous bien les idées claires par rapport à la décision qu'Eric a prise et que nous regrettons tous. Eric. Ça me fait plaisir que vous le regrettez. Non, moi, je renvoie simplement à ma déclaration politique que j'ai faite à la fin de l'année passée, où, et je vais vous la relire, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente ma 9e note de politique générale, qui sera également la dernière en ce qui me concerne. J'ai en effet décidé de mettre fin à toute activité politique, à partir de fin mars 2022. Ceci afin de consacrer encore plus de temps à ma nombreuse famille, qui est nombreuse d'ailleurs, hein. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, Manu. Comme ça, tout le monde l'a réentendu de manière très claire. Merci, Eric. Oui, Robin. Oui, donc voilà, non, ce qu'on veut juste savoir, parce que là, comme on dit, il y a les amalgames, c'est qu'on trouve ça un peu étrange qu'il y ait l'absence d'une échevine aux réunions du collège, ici en conseil communal, et on s'inquiète un peu, comme beaucoup de gens de la population, et nous, on veut juste avoir des réponses, et on se demande si tout se passe très bien au collège. Mais ce que je voudrais aussi surtout intervenir, vu qu'on a parlé d'avocats, etc., c'est que j'aimerais bien, mais ça, je vais faire la demande à l'administration, avoir aussi les frais de justice de la commune des 5 dernières années, parce qu'on a encore vu un cas récemment. Ça commence des fois, pour certains cas, à coûter un peu cher. Je sais très bien qu'il y a des cas, comme tu as expliqué, quand on mandate un avocat à la commune doit en prendre un pour, etc., ça va. Mais je trouve que, enfin, il me semble que les citoyens, parce que tout le monde paye ses impôts, etc., on paye un peu beaucoup en frais d'avocat dans cette commune. Donc moi, j'aimerais bien voir tout ça sur les 5 dernières années. Parfait, sans aucune difficulté. D'ailleurs, il y a eu pire à d'autres moments, mais il n'y a vraiment aucun problème. Nadia. Moi, j'ai une question. Je viens d'entendre que chaque fois que la commune était citée en justice, elle prenait automatiquement un avocat. Et du coup, je me pose la question il y a d'abord eu c'était en 2018, le Sentier 64, qui a eu une citation en justice de paix. Il y a une décision du collège qui montre bien qu'il n'y a pas un avocat qui a été nommé, mais un représentant qui est d'ailleurs vous, monsieur le bourgmestre. Et puis, il y a par exemple le Sentier 41, qui est aussi un dossier que j'ai suivi, où là non plus. Là, c'était quand même en correctionnel. Hein, donc c'est quand même, c'est pas le juge de paix gentil, on discute et tout. C'est quand même tout l'apparat de la justice qui est mis en place. Et là, on a envoyé un employé communal. Donc, j'ai quand même pas l'impression que, de manière générale, que de manière automatique, on engage un avocat chaque fois qu'on a une lettre d'avocat ou chaque fois qu'on a un dossier où on est cité en justice. Ça a plutôt l'air d'être selon d'autres critères que
qu'on n'a pas forcément, et donc ce serait intéressant de nous les donner, quoi, de nous expliquer c'est quoi les critères de décision finalement, puisque Alors, ce n'est pas vraiment automatique. très simplement, lorsque l'employé communal qui était présent et n'était pas sous certificat médical, c'est lui qui se déplaçait pour aller en première instance. Évidemment, quand on est comment je vais dire, dans des juridictions un peu plus spécifiques, un peu plus importantes, évidemment qu'on se fait conseiller par un certain nombre d'avocats, le cas échéant, sans aucune difficulté. La question, c'est que pour le reste, c'est vrai que ça fait des années, c'était un employé communal qui allait, toujours le même, je ne vais pas citer de nom ici. Malheureusement, il est sous certificat médical, donc il n'y a rien à faire, il faut quand même qu'on voit un petit peu. Je reviens même sur le passé, quand il était absent, on désignait aussi un avocat par rapport à ça c'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a plus personne qui est là pour aller en justice le cas échéant. Donc oui, en effet, on prend des avocats de façon à pouvoir poursuivre. Ça, c'est clair. Je rebondis alors sur la question en disant, j'ai vu dans l'avis du directeur financier sur les normes de personnel, il soulignait l'intérêt qu'il y aurait pour la commune à engager un juriste. Je pense qu'on payerait moins si on avait un juriste qui règle ces questions-là, surtout qu'il y a régulièrement des questions juridiques qui se posent dans toutes les administrations et qu'on n'est peut-être pas les mieux outillés sur cette question-là. Ben voilà, il y a d'en parler. Et donc, voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir un juriste qui pourrait éclairer sur les questions et qui pourrait accompagner quand il y a ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout avoir recours à un avocat, parce qu'évidemment, parfois, c'est tellement spécialisé. On sait que le droit, bon, voilà, c'est impossible de tout suivre. Mais en tous les cas, pour les matières qui sont très régulièrement suivies, ça peut être intéressant de réfléchir à cette opportunité-là. Comme je dis, le directeur financier l'avait pointé dans son avis, donc ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Par rapport à la note du directeur financier, mais je pense que, ou bien je ne l'ai pas compris comme vous, en ce qui me concerne, et l'engagement d'un juriste, c'est par rapport pour tout le dispositif juridique qu'on doit établir, que ce soit pour les demandes, les demandes au niveau, enfin les règlements au niveau de la tutelle, les demandes au niveau des différentes instances, de façon à ce qu'on ait un canevas juridique qui soit bien clair et bien net. Il ne s'agissait pas, dans mon esprit en tout cas, et de ce que je vais reprendre le dossier par rapport à la proposition du directeur financier, ce n'était pas un juriste pour nous représenter dans les différents endroits dans les différentes juridictions sur lesquelles on est poursuivi. Ça me paraît moi, ce que j'avais compris. Oui, mais ce que je dis, c'est pas d'engager quelqu'un qui va faire que représenter la commune, mais tant qu'à envoyer un employé, autant en envoyer un qui a une expérience, une expertise et des connaissances juridiques poussées, quoi. Voilà. Je pense que pour l'instant, ça nous a coûté moins cher en avocat que d'avoir quelqu'un à demeure pendant quelques années. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et ça pourrait se vérifier par rapport au compte que Robin a demandé sans aucune difficulté. D'autres questions? Pas d'autres questions? Et bien donc, je vais remercier tout le monde et nous allons passer au huis clos. Je vais vous souhaiter une belle soirée, on espère dans le calme au niveau international. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde.